Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à l'axe 1 du programme. Conquête, affirmation de puissance et rivalité. Bonjour. Un axe absolument passionnant qui nous emmène des étoiles jusqu'au fond des océans. Exactement. Et pour nous guider, on va suivre une problématique assez simple. Comment la puissance s'affirme-t-elle et comment est-ce qu'elle évolue dans ces nouveaux espaces de conquête? On verra ça en deux temps. D'abord, les enjeux géopolitiques de la conquête spatiale. Et ensuite, on plongera pour voir comment la puissance s'affirme sur et sous les mers. Alors, pour commencer, l'espace. Il faut bien comprendre que tout part de la guerre froide. La course à l'espace, c'est d'abord une compétition quasi militaire entre les États-Unis et l'URSS. Oui, on oublie que la technologie des fusées vient directement des V2 allemands de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. L'enjeu est double. Militaire, avec les missiles balistiques, mais surtout idéologique. Il fallait prouver que son modèle, capitaliste ou communiste, était le meilleur. Et au début de cette course, c'est pas du tout les Américains qui mènent. Ah non, loin de là. C'est l'URSS qui enchaîne les premières. Il y a d'abord le satellite Spoutnik en 1957, un choc immense. Le Spoutnik choc, oui. Et puis, bien sûr, Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace en 1961. Pour les États-Unis, c'est une série d'humiliations. Alors comment ils réagissent? Eh bien, par une fuite en avant spectaculaire, il crée la NASA et le président Kennedy lance le programme Apollo avec cet objectif un peu fou, poser un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Et ça a marché. 1969, les premiers pas sur la Lune, un événement mondial retransmis partout. La victoire symbolique est américaine. C'est ça. Mais aujourd'hui, le paysage a complètement changé. La guerre froide est finie. On voit arriver de nouveaux acteurs. Oui, de nouvelles puissances étatiques. L'Europe d'abord, avec l'Agence spatiale européenne et son lanceur Ariane, et plus récemment la Chine et l'Inde, qui ont des programmes très ambitieux, notamment vers la Lune. Et puis, il y a ce qu'on appelle le New Space, les acteurs privés. Justement, c'est la grande révolution. Des gens comme Elon Musk avec SpaceX qui bouleversent complètement le secteur. En réduisant les coûts, c'est ça? Avec les lanceurs réutilisables. Oui, mais pas seulement. L'objectif aussi a changé. On n'est plus seulement dans le prestige, ça devient commercial. Regardez Starlink, la constellation de satellites pour fournir Internet, c'est un enjeu économique majeur. D'accord. Passons maintenant sous la surface. L'autre grand espace de puissance, les mers et les océans. Des espaces absolument stratégiques. Avec la mondialisation, ils sont devenus vitaux. On parle de chiffres impressionnants, non? Ah oui, 90% des flux de marchandises passent par la mer. Et ce qu'on sait moins, c'est que 99% de nos communications numériques, Internet, les appels, tout ça passe par des câbles sous-marins. Sans parler des ressources, les hydrocarbures, les minerais. Exactement. Et qui dit ressources dit convoitise, et donc tension. On le voit bien en mer de Chine méridionale ou même dans l'océan Arctique avec la fonte des glaces. Mais comment est-ce qu'on affirme sa puissance sur des étendues pareilles? Principalement de deux manières. La première, c'est la dissuasion nucléaire. C'est l'arme la plus absolue. Et elle repose sur quoi? Sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNL. Leur avantage, c'est qu'ils sont furtifs, indétectables. Ils garantissent une capacité de seconde frappe. C'est l'assurance vie d'une nation. Un club très fermé, j'imagine. Très. Il n'y a que 6 puissances qui en possèdent un. États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni, Chine et Inde. Et la deuxième manière? Plus visible, peut-être? Oui, c'est la projection de puissance. C'est la capacité à déployer des forces militaires loin de chez soi. Et pour ça, l'outil roi, c'est le porte-avions. Une véritable base aérienne mobile. Et là, les États-Unis sont... Ils sont dans une autre catégorie. Ils en ont 11. 11! Ça leur assure une présence permanente sur tous les océans du globe. C'est un instrument de puissance sans équivalent. Donc, pour résumer, si on fait la synthèse, pour l'espace, on peut dire que, né de la rivalité de la guerre froide, la conquête est aujourd'hui devenue un domaine multipolaire. De nouveaux États et des acteurs privés s'y affirment, mêlant prestige, stratégie et de plus en plus d'intérêts commerciaux. Et pour les mers, c'est différent. Elles restent des artères vitales de la mondialisation et un espace où la puissance brute, la puissance navale, continue de s'exprimer de manière très classique à travers la dissuasion et la capacité de projection. Le sea power est toujours aussi fondamental. C'est tout à fait ça. Voilà pour ce chapitre. Nous vous souhaitons de bonnes révisions. À bientôt.